Bonjour à tous et bienvenue à ma soutenance de thèse qui s'intitule Studying the Visual Behavior of Individuals with Autism Spectrum Disorders in the Presence of Affinity. C'est une thèse qui a été encadrée par Lu Zhang et Guillaume Gravier et de façon informelle par Myriam Outas. Donc c'est un projet qui a été financé par Commune Labs et qui s'est fait aussi en collaboration avec l'équipe de Myriam Chirel du laboratoire RPPSI de l'Université de Rennes 2. Alors, du coup, on va commencer par faire un peu de contexte sur ce sujet de thèse qui va faire intervenir deux grands sujets principaux qui sont les troubles du spectre de l'autisme et l'affinité et d'autre part le comportement visuel. Alors, pour commencer, on va donner une définition de ce que c'est que l'autisme, comment on le diagnostique et la place de l'affinité dans tout ça. Et ensuite, on parlera plus précisément du comportement visuel, de l'attention visuelle et de comment on la calcule. Donc, les troubles du spectre de l'autisme. Alors souvent, on va parler de maladie, mais c'est quelque chose avec lequel on est et qu'on garde toute sa vie, on n'en guérit pas. Donc, on va plutôt parler de conditions qui va affecter la façon dont les personnes autistes en fait, s'inscrivent dans le monde, le perçoivent et vivent en fait, les événements de leur quotidien. C'est une condition qui va toucher à peu près 2 naissances sur 100, ce qui représente une part significative de la population et qui va se traduire notamment par des difficultés de communication, donc parler à l'oral, mais aussi, et ça va avec, des difficultés d'interaction entre les personnes. Et aussi, on va retrouver chez les personnes autistes des comportements répétitifs qui ont souvent vocation à soulager une angoisse du fait qu'ils vivent en fait dans un monde qui n'est pas adapté pour eux. Alors ensuite, l'autisme, c'est quelque chose de très vaste avec beaucoup de symptômes, d'intensité qui peuvent être très variés. Donc c'est pour ça qu'on parle de spectre de l'autisme plutôt que simplement d'autisme. Et donc ce spectre va des personnes qui ont plus de difficultés à celles qui en ont le moins. Alors pour le représenter, on peut faire avec d'un côté l'autisme de Kanner et de l'autre le syndrome d'Asperger. Alors l'autisme de Kanner, ça va être le stéréotype de la personne autiste qui est complètement repliée sur elle-même, qui ne parle pas, qui peut être parfois même violente avec son entourage. Et de l'autre côté, le syndrome d'Asperger, c'est des personnes qui ont beaucoup moins de difficultés, même dont l'autisme peut passer inaperçu pour leur entourage, et qui finalement vont avoir une vie plus fluide, malgré les difficultés qui persistent. Le problème de cette représentation, c'est qu'en fait, il n'y a pas de continuum entre ces deux formes d'autisme, et donc une personne qui ne souffre d'aucun de ces deux syndromes, eh ben, on est en difficulté pour dire où est-ce qu'elle se situe sur le spectre. Donc, une autre solution, ça va être de parler du QI des personnes autistes, avec d'un côté les autistes de bas niveau, avec un QI inférieur à la moyenne qui ont souvent plus de difficultés, de l'autre côté les autistes de haut niveau, avec un QI supérieur à la moyenne, qui du coup peuvent compenser en fait les difficultés qu'elles ont. Maintenant, là encore, en fait, quand on parle du QI, ça ne parle pas de toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et notamment deux personnes avec un QI identique peuvent faire face en fait à des difficultés au quotidien très diverses. Donc, plutôt que de représenter le spectre de l'autisme comme un spectre unidimensionnel, on va représenter ça comme un spectre à n dimensions, chacune de ces dimensions représentant une des difficultés potentielles d'une personne autiste. Donc, on va retrouver le QI, mais aussi la capacité à s'exprimer, le langage, la capacité à interagir avec d'autres personnes, leur capacité motrice, à quel point les comportements répétitifs ont de l'importance, est-ce qu'elles sont très anxieuses, est-ce qu'elles ont des surcharges sensorielles, est-ce que leur perception est fiable, est-ce qu'elles peuvent se fier à leur sens. Et donc, ça, c'est des exemples, on pourrait en rajouter encore plein d'autres. Et donc ensuite, pour évaluer la position de quelqu'un sur le spectre, on va évaluer pour chacun des critères ses capacités, ou au contraire ses difficultés, et pouvoir tracer, comme ici, un diagramme de Kivliat qui va représenter l'autisme de la personne considérée. Et donc ça nous montre bien qu'il n'y a pas un autisme, mais autant d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Alors ensuite, puisque c'est aussi varié, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer les personnes qui sont autistes ou pas? Alors nous, on a travaillé avec des psychanalystes qui utilisent 3 critères principaux. Alors, ces 3 critères, ça va être en premier une aliénation d'emprise avec rétention d'objets en l'absence d'objets pulsionnels. Alors, c'est un intitulé assez compliqué qui, en fait, signifie que les personnes autistes vont avoir des difficultés avec les 4 objets pulsionnels qu'on retrouve et qui sont, d'une part, l'objet vocal, donc tout ce qui a trait à la parole, aussi bien la parole émise que la parole reçue. Donc, les personnes autistes ont tendance à ne pas beaucoup s'exprimer, mais aussi à sentir de l'angoisse quand on s'adresse directement à elles. Ensuite, le deuxième objet pulsionnel, ça va être l'objet oral.
tout ce qui touche à ce qu'on va mettre à la bouche, et notamment la nourriture. Et on retrouve chez les personnes autistes une prévalence de troubles du comportement alimentaire nettement supérieure à celle qu'on retrouve dans la population générale. Le troisième objet pulsionnel, c'est l'objet anal, qui se réfère à tous les déchets qui sont rejetés par le corps. Et chez les personnes autistes, on va retrouver souvent des difficultés à l'acquisition de la propreté, voire même une incapacité totale tout au long de la vie. Et enfin, le dernier objet pulsionnel, l'objet scopique, qui va se référer à l'image qu'on a de soi, par exemple dans son reflet dans le miroir. Et en fait, souvent, les personnes autistes ont un reflet d'eux-mêmes qui est très déformé, voire même quand ils s'observent dans le miroir, ils ne se reconnaissent pas. En fait, ils n'habitent pas leur propre corps. Ils ne font pas le lien entre leur enveloppe corporelle et leur eux intérieur qu'ils habitent. Alors ensuite, le deuxième critère, ça va être un retour de la jouissance sur le bord. Pour une personne qui n'est pas autiste, en fait, la distinction entre extérieur et intérieur se fait assez naturellement par la frontière corporelle, l'enveloppe de peau. Le problème pour les personnes autistes, c'est qu'en fait, comme ils habitent mal leur corps, cette frontière n'existe pas, ce qui peut être très angoissant parce que tout ce qui vient de l'extérieur, finalement, risque de pénétrer à l'intérieur, ce qui est très angoissant. Et à l'inverse, toute émotion trop importante à l'intérieur déborde et jaillit à l'extérieur. Donc, pour y faire face, en fait, ils se construisent artificiellement ce qu'on va appeler un bord autistique. Et donc, ce bord autistique, on peut se le représenter comme une forme de double peau qui va les recouvrir complètement. Maintenant, le problème, c'est que c'est quelque chose qu'ils vont se construire de façon complètement artificielle et qu'il faut travailler en fait au fur et à mesure de leur vie. Et donc, généralement, c'est quelque chose qui reste assez poreux. Et ça va se traduire notamment par de l'agressivité pour les autres, pour essayer en fait de se protéger de l'envahissement quand on s'adresse ou même avec un regard. Et ça peut aussi se traduire par des automutilations pour essayer d'extraire de leur propre corps ces émotions en trop. Ensuite, le troisième critère qui est utilisé, ça va être une opération de connexion à un double ou à un objet. Alors, comme je disais tout de suite, comme les personnes autistes, finalement, peuvent se retrouver très facilement envahies, aussi bien par leurs émotions que par celles des autres, et ben, ça génère une grande angoisse et une solution pour ça, ça va être de vivre à travers un sujet, un objet, un personnage, qu'importe. Et en fait, en se mettant dans la peau de cet objet, de ce personnage, ça leur permet d'expérimenter des choses qu'ils ne pourraient pas faire par eux-mêmes. C'est un moyen en fait de se distancier et d'éviter l'angoisse. Alors maintenant, l'affinité, au milieu de tout ça, ça va être un sujet, un objet, une passion très très forte autour de laquelle toute la vie de la personne autiste va tourner. Ça peut être absolument n'importe quoi. Donc là, c'est des images d'exemples qu'on a vraiment rencontrés pour de la thèse. Donc ça peut être un personnage de dessin animé, ça peut être un tensiomètre, ça peut être des bricolages qu'ils font eux-mêmes. Vraiment, tout ce qu'on peut imaginer peut être une affinité. Et donc, pendant longtemps, les spécialistes ont pensé que l'affinité, c'était une obsession qui, en fait, empêchait les personnes autistes d'interagir et de s'insérer, en fait, dans la société. Mais dans les années 2010 à peu près, il y a un journaliste américain qui a témoigné du cas de son fils Owen, qui a été diagnostiqué autour de 5-6 ans d'un autisme régressif qui rapidement a perdu sa capacité à parler. Et en fait, sa seule passion, c'était de regarder des dessins animés Disney à longueur et à longueur de journée. Et contrairement à ce que lui conseillaient les spécialistes, eh ben, Ron, le père, a choisi d'encourager la passion de son fils, à tel point qu'un beau jour, Owen, le fils, a commencé à répéter les répliques de ses dessins animés préférés. Et puis petit à petit, il a été à nouveau capable de formuler ses propres phrases, à tel point que maintenant, il est capable de travailler dans un cinéma et il rédige son propre script de dessin animé. Et donc, grâce à ce premier témoignage, il y a d'autres personnes autistes qui sont venues témoigner en fait de l'importance que prennent pour eux leur affinité et de la difficulté que c'est en fait, de s'en couper. Et donc, c'est comme ça qu'est né le concept d'affinity thérapie, la thérapie par l'affinité. Et donc, les psychologues, en fait, considèrent que l'affinité va jouer deux rôles principaux pour la personne autiste. Le premier, ça va être d'incarner le bord autistique, où en fait, les personnes autistes vont venir localiser toutes les angoisses dans leur affinité. Et donc, plutôt que ça pénètre leur corps, ça va se localiser à l'extérieur, ce qui va simplifier leur interaction et leur ouverture au monde. Et dans le même temps, l'affinité étant un objet privilégié, et bien en fait, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'y brancher comme un double et donc de vivre à travers cette affinité. Donc voilà pour le contexte sur les troubles du spectre de l'autisme. Et on va parler maintenant du deuxième sujet de ma thèse, qui est le comportement visuel et l'attention visuelle.
Alors, quand on regarde autour de nous, pardon, nos yeux vont effectuer deux mouvements principaux qui sont, en premier lieu, les fixations, qui sont des mouvements assez courts, pardon, assez lents, pendant lesquels le cerveau a le temps d'analyser ce qui se passe dans le champ de vision. Maintenant, comme notre vision NES correspond à la vision fovéale qui est assez restreinte, et bien, en fait, on a besoin d'un autre type de mouvement qui sont les saccades, qui sont des mouvements beaucoup plus rapides, dans lesquels le cerveau n'a pas le temps d'analyser le contenu du champ visuel, mais qui permettent en fait d'avoir une idée de l'entièreté de notre champ de vision. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va sélectionner la position des saccades, la position des fixations et la direction des saccades? Et bien ça, en fait, ça va se faire par un traitement dans le cerveau qui est totalement inconscient et qu'on va appeler l'attention visuelle. En fait, l'attention visuelle, c'est la sélection des éléments pertinents dans le champ de vision. Alors, on va distinguer deux types d'attention visuelle, qui sont en premier l'attention montante, l'attention bottom-up, qui vient du stimulus vers le sujet. Donc là, c'est les objets de couleur vive, les objets en mouvement, par exemple, qui vont attirer le regard. Et à l'inverse, on a l'attention top-down, l'attention descendante, où là, c'est l'attention dirigée par la tâche qui vient du sujet vers le stimulus. Et donc là, en fait, par exemple, si on est en train de conduire, on va se focaliser sur ce qui est devant nous, sur la route, les objets en mouvement, les panneaux. Alors que si on est en train de lire, par exemple, on va se focaliser uniquement sur les mots qui sont écrits. Alors ensuite, comment est-ce qu'on capture l'attention visuelle? Et bien pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle un eye tracker qui va émettre des rayons infrarouges vers les yeux. Ces rayons vont pénétrer l'œil et être reflétés par les différentes couches à la surface de l'œil. Et ensuite, ces différentes réflexions vont être à nouveau capturées par l'eye tracker qui va pouvoir en déduire une position de l'œil. En fait, on va voir à la surface de l'œil des taches comme on voit ici. Et en fonction de la position de ces taches et d'un modèle complexe de la morphologie de l'œil, on va remonter à la position de la fovea et donc avoir une direction du regard. Alors, les techniques d'eye tracking, elles ont déjà été utilisées dans le cadre de l'étude de personnes autistes, notamment pour comprendre leurs difficultés sociales. Et ces études ont pu montrer, par exemple, que les personnes autistes regardent beaucoup moins les visages de leurs interlocuteurs, et notamment les yeux et la bouche, qui sont les objets privilégiés qu'on regarde notamment pour avoir une indication sur le non-verbal, les émotions de la personne. Ensuite, ces études montrent aussi, et ça va avec d'ailleurs, que les personnes autistes ont plus de difficultés à identifier les actions et les émotions des personnes qui les entourent, ce qui complexifie aussi les interactions. Et enfin, ça a permis de montrer que même si elles avaient le choix, elles préféraient tout simplement regarder à des stimuli non sociaux, donc des objets, des paysages, n'importe quoi d'autre, plutôt que des personnes humaines. Maintenant, il n'y a aucune étude qui vient mesurer l'attention visuelle face à l'affinité pour voir s'il existe une différence entre des images neutres du quotidien ou des images affinité. Et donc, c'est l'objectif ici de cette thèse. On a cherché avec les technologies d'eye tracking à mesurer l'attention visuelle en fonction que les personnes regardent leur affinité ou non. Alors, cette thèse va s'articuler autour de plusieurs points. Le premier, le contexte de la thèse qu'on vient de faire. Ensuite, je vais vous présenter le protocole expérimental qu'on a mis en place pour étudier cette question. Ensuite, on parlera du coup des résultats qu'on a pu observer chez les personnes autistes. Ensuite, on se demandera aussi, est-ce qu'à partir des résultats qu'on a pu observer, est-ce qu'on est capable de remonter à partir des caractéristiques autistiques d'une personne à son attention visuelle en fonction du stimulus. Et enfin, on pourra conclure cette présentation et donner les perspectives pour la thèse. Pour commencer, le protocole expérimental. Alors, on a utilisé un protocole assez simple où les sujets autistes étaient assis devant un écran et ils regardaient défiler des images qu'on avait choisies. Et pendant ce temps-là, nous, on enregistrait avec un eye tracker leur regard sur l'écran. Alors, on leur a montré en tout 38 images, 28 images neutres et 10 images affinités, à raison de 4 secondes pour une image neutre et de 2 secondes entre chaque image d'écran gris pour que les yeux puissent se reposer et aussi pour que l'attention visuelle ne soit pas influencée d'une image à la suivante. Donc ça nous donne une expérience d'un peu moins de 4 minutes qui était vraiment nécessaire du fait que la patience des personnes autistes est souvent quelque chose de très limité. Et en fait, si on prolongeait le temps d'expérience, tout simplement, ils se levaient et quittaient la pièce. Alors ensuite, on a réparti les images neutres de façon égale tout au long du temps d'expérience pour essayer de reproduire en fait ce à quoi ils peuvent être confrontés au quotidien. Et donc, vous avez ici les 28 images neutres qu'on a montrées à l'ensemble des sujets.
Donc, c'est des images qu'on a sélectionnées pour représenter des choses auxquelles ils peuvent être confrontés au quotidien, des scènes d'intérieur, des paysages, ou ce genre de choses. Et ensuite, on leur a aussi montré à chacun 10 images affinités. Donc, autant les images neutres étaient vues par l'ensemble de tous les sujets, autant chacune des images affinités est vue par un seul sujet, puisqu'on les a choisies spécifiquement pour eux, en accord avec ce qu'on avait pu observer de leurs affinités quand on est allé dans les instituts, mais aussi en accord avec ce que nous ont dit les personnels soignants des institutions. Donc ensuite, ou plutôt avant ça, il était important d'avoir une phase de calibration de l'eye tracker qui est importante en fait pour faire le lien entre la position des yeux et la position réelle du regard sur l'écran. Donc généralement, cette calibration, elle se déroule avec 5 points de calibration. En fait, c'est un point qui va se déplacer sur l'écran à plusieurs positions données. Donc, on utilise 5 points pour la calibration et ensuite on en rajoute 4 pour valider la qualité de cette calibration. Mais le problème de ça, c'est que en fait, c'est quelque chose de très ennuyeux et les personnes autistes, elles regardent n'importe où, sauf l'écran. Donc, c'est très compliqué d'avoir une calibration correcte, donc on a dû ruser un peu. Et donc, pour ça, on a utilisé un gif animé d'un mignon qui faisait coucou en sautant sur l'écran avec un petit bruit. Et même comme ça restait compliqué. On a dû réduire le nombre de points de calibration à seulement 2, ce qui est possible par le fait qu'ils sont assez éloignés l'un de l'autre sur l'écran. On a quand même conservé les 4 points de validation pour s'assurer de la qualité de la calibration. Ensuite, on s'est aussi aperçu avant l'expérience que les personnes autistes, c'est compliqué pour elles de rester immobiles devant un écran et elles bougent beaucoup. Et notamment, si une image les intéresse, elles peuvent venir coller le nez à 2 cm de l'écran. Fait qu'en fait, l'eye tracker ne peut plus rien détecter, donc on n'a plus d'informations sur l'attention visuelle. Donc la solution qu'on a trouvée, ça a été de mettre aussi une Kinect qui est venue enregistrer des vidéos de la distance entre le sujet et l'écran notamment. En sortie, on avait des vidéos comme celle-là en niveau de gris, où en fait on est venu sur chaque frame segmenter le sujet pour essayer de mesurer en fait à quel point il bougeait pendant l'expérience et garder des informations, même si l'eye tracker ne capte rien. Alors une fois qu'on a enregistré toutes ces données, il nous fallait des métriques pour quantifier l'attention visuelle. Donc la première métrique qu'on a mis en place, c'est le tracking ratio, donc à quel point les yeux étaient bien captés ou non. Alors, généralement, c'est une métrique qui est utilisée pour caractériser la qualité de l'enregistrement d'eye tracking. Mais dans le cadre de personnes autistes, en fait, souvent, quand les yeux ne sont pas captés, c'est qu'elles ont simplement décidé de regarder à côté de l'écran, ce qui, en fait, signifie baisse d'attention visuelle pour le stimulus projeté. Et donc, on va considérer que plus cette métrique est importante, plus l'attention visuelle est importante, et inversement. Ensuite, on a aussi utilisé la durée des fixations et l'amplitude des saccades. Donc là, en fait, plus les fixations sont courtes et plus les saccades sont grandes, et plus en fait les sujets vont avoir des yeux qui bougent rapidement vers des points plus éloignés les uns des autres sur l'image. Donc plus l'image sera explorée visuellement et plus l'attention est importante. Et à l'inverse, si les fixations sont plus courtes, sont plus longues pardon, et les saccades plus courtes, en fait les yeux bougent moins et ils restent localisés sur une zone spécifique de l'image. Donc ça va plutôt traduire un ennui face à l'image projetée. Ensuite, on a aussi utilisé le nombre des fixations. Donc là, c'est assez logique. Plus on observe de fixations sur une image, et plus ça va signifier qu'elle est observée, plus on a d'attention visuelle pour cette image. Et enfin, la dernière métrique qu'on a utilisée, eh bien, c'est la profondeur. Là, en fait, on ne pouvait pas mesurer réellement la profondeur entre le sujet et l'écran. Ce qu'on a mesuré, c'est la distance entre le moment où le sujet se tenait le plus loin de l'écran et la position courante sur chaque frame. Et plus cette distance est importante, plus le sujet se tient proche de l'écran, plus on a d'attention visuelle. Et à l'inverse, plus cette distance est faible, plus le sujet est loin de l'écran, et moins on a d'attention visuelle pour le stimuli concerné. Alors ensuite, on a calculé ces métriques sur l'ensemble des images qu'on a projetées. On a fait la différence entre d'un côté image neutre et de l'autre image affinité. Et ensuite, comme la distribution de nos métriques ne suivait pas une loi normale, on a utilisé le test de Mann-Whitney en se disant qu'avec une p-value inférieure à 0,05, alors on avait une différence significative dans l'attention visuelle entre image neutre et image affinité. Alors, on a fait cette analyse d'une part sur l'ensemble
des 4 secondes de temps d'observation de chaque image. Mais on a aussi séparé ce temps d'observation en 3 tiers, 3 périodes qu'on a nommées early, middle et late, pour avoir aussi des informations sur les différents types d'attention visuelle. Donc, on a considéré que pendant le premier tiers du temps d'observation, c'est l'attention bottom-up qui est mise en place. Ensuite vient l'attention top-down. Et enfin, dans le dernier tiers, on a un mélange de ces deux types d'attention. Alors maintenant, les résultats qu'on a pu observer sur les personnes autistes. Donc, pour commencer, pour acquérir les données, on s'est rendu dans 4 institutions différentes où on a pu enregistrer et faire passer l'expérience à 52 sujets autistes en tout, qui allaient de 6 ans à un peu plus de 70 ans. Alors, les résultats qu'on va observer dans chacune de ces institutions sont un peu ambivalents. Donc, on observe dans la première institution deux différences significatives sur la durée des fixations et sur l'amplitude des saccades. On observe des fixations qui sont plus courtes et des saccades qui sont plus grandes sur les images affinités, ce qui va traduire une attention visuelle supérieure, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, dans la seconde institution, ce qu'on observe, c'est une distance qui est plus grande significativement sur les images affinitées, ce qui signifie que les sujets se tiennent plus proches de l'écran sur ces images affinités. Là encore, on interprète ça comme l'attention visuelle qui est supérieure pour ces images-là. Et enfin, dans les deux dernières institutions, on n'a aucune différence significative dans l'attention visuelle entre image neutre et image affinité. Donc, je le disais tout de suite, c'est des résultats qui sont un peu paradoxaux, un peu ambivalents, et surtout qui posent la question de quelle conclusion on peut tirer de tout ça. Alors, pour nous, en fait, la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il n'existe pas un seul comportement visuel face à l'affinité, mais plusieurs, ce qui va poser une nouvelle question qui est qu'est-ce qui va influencer ce comportement visuel, qu'est-ce qui va faire qu'une personne autiste va adopter tel comportement plutôt qu'un autre. Alors jusqu'ici, on avait réalisé notre analyse statistique en considérant séparément chacune des institutions. En faisant ça, en fait, on a utilisé un critère qui est plutôt géographique, puisque les sujets autistes sont accueillis dans l'institution qui est proche de chez eux. Donc, ce critère géographique, en fait, ne dit rien sur les caractéristiques autistiques des personnes autistes. Et donc, en fait, c'est probablement un critère qui n'est pas vraiment pertinent. Donc, on a choisi de refaire notre analyse à partir de plusieurs critères qu'on a sélectionnés avec les psychologues du projet. Donc, on a défini 7 critères en tout qu'on pensait pouvoir influencer le comportement visuel face à l'affinité. Alors, le premier de ces critères, ça va être l'âge des sujets. Donc, on a réparti les sujets en 4 groupes d'âge différents. Donc, les enfants de 6 à 12 ans, ensuite les plus jeunes de 13 à 18 ans, les adolescents de 19 à 25 ans, et enfin les personnes adultes de plus de 26 ans. Alors, ce qu'on observe, c'est que chez les sujets les plus jeunes, on n'a aucune différence significative d'attention visuelle entre image neutre et image affinité. Ensuite, chez les sujets de 13 à 18 ans, ce qu'on va observer, c'est des yeux qui sont significativement moins bien captés sur les images affinités et des fixations qui sont significativement moins nombreuses aussi sur ces images-là. Donc là, ça va traduire un retrait du regard des images affinités, un repli sur soi. Mais à l'inverse, on va aussi observer des fixations qui sont significativement plus courtes combinées à des saccades qui sont significativement plus grandes, où là, ça va traduire une attention visuelle qui est supérieure pour les images affinités. Donc, c'est un comportement qui est complètement paradoxal, qui dit une chose et son contraire. Et en fait, l'interprétation qu'on fait de ces résultats, c'est que les sujets autistes n'ont pas choisi de voir apparaître leur image affinité à ce moment-là, au cours d'une expérience auquel ils ne sont pas habitués, dans un lieu en général dans un endroit qu'ils fréquentaient peu, avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et donc ça va générer une angoisse chez eux. En fait, le fait qu'ils n'aient pas décidé de partager leur affinité, à ce moment-là, ça génère une angoisse. Et donc l'angoisse se traduit par un repli sur soi, un retrait du regard. Mais dans le même temps, leur lien à l'affinité va faire que leur attention visuelle va malgré tout être plus importante. En fait, l'image affinité va attirer irrésistiblement leur regard malgré eux. Ensuite, chez les sujets de 19 à 25 ans, ce qu'on observe, c'est des saccades qui sont significativement plus grandes sur les images affinités. Donc là, ça traduit sans ambiguïté une attention visuelle supérieure pour les images affinités. Et enfin, chez les sujets de plus de 26 ans, ce qu'on observe, c'est une différence qui est presque significative sur la distance entre les sujets et l'écran. Les sujets se tiennent plus proches de l'écran
sur les images affinités. Et cette différence devient significative si on considère uniquement le dernier tiers du temps d'observation. Là aussi, on va considérer qu'il y a une attention visuelle supérieure pour ces images. Notre critère suivant, ça va être le type d'affinité des personnes autistes. Et donc, on a fait la distinction entre affinité numérique et affinité non numérique. Comme on projette l'affinité sur un écran sous forme d'image, en fait, les sujets qui ont une affinité numérique, eh ben, l'image va se retrouver plus proche de l'affinité réelle, alors que les sujets qui ont une affinité dans le monde réel, ben, en fait, l'image est plus éloignée de leur réel objet d'affinité. Donc, ce qu'on observe statistiquement, c'est que pour les sujets qui ont une affinité numérique, on a des fixations qui sont significativement plus courtes sur les images affinités, des saccades significativement plus grandes, et donc une attention visuelle supérieure pour ces images, alors qu'à l'inverse, chez les sujets dont l'affinité n'est pas numérique, on n'a pas de différence significative entre l'image neutre et l'image affinité dans le comportement visuel. Ensuite, on s'est aussi intéressé à la résistance du bord autistique des sujets autistes. Alors là, on a fait la différence entre ceux dont le bord autistique était vraiment à peine esquissé, qui se faisaient très facilement envahir, en fait, aussi bien par les demandes, les sollicitations, les regards des autres, que par leurs propres émotions. Ensuite, on a aussi considéré ceux dont le bord autistique était en cours de construction, mais encore fragile. Et enfin, ceux dont le bord autistique est beaucoup plus performant et qui donc sont moins sujets à l'angoisse. Alors, ce qu'on observe, c'est que chez les sujets dont le bord autistique est presque inexistant, on n'a pas de différence significative entre image neutre et image affinité. Ensuite, chez les sujets qui ont un bord précaire, sur l'ensemble du temps d'observation, l'ensemble des 4 secondes, on n'a pas de différence significative. Maintenant, si on considère les 3 tiers du temps d'observation, on observe des yeux qui sont, des fixations qui sont moins nombreuses sur les images affinités, mais aussi des fixations qui sont plus courtes et des saccades qui sont plus grandes sur ces mêmes images affinités. Donc, on retrouve le comportement un peu paradoxal que je décrivais tout à l'heure, à la fois l'apparition d'une angoisse lorsque l'image affinité apparaît parce qu'ils n'ont pas choisi de la partager à ce moment-là, et dans le même temps, un lien à l'image affinité qui fait qu'ils sont incapables d'en détourner vraiment leur regard. Et enfin, chez les sujets qui ont un bord plus performant, eh ben, on observe des fixations qui sont significativement plus courtes, des saccades qui sont significativement plus grandes, et donc une attention visuelle supérieure pour les images affinitées. Le critère suivant est un peu relié. On s'est penché sur la façon dont la puissance fait retour sur le bord, ce que je décrivais tout à l'heure. Est-ce que les sujets sont agressifs pour les autres, pour eux-mêmes, est-ce qu'ils n'ont aucune agressivité affichée? Et donc là, les résultats, c'est à nouveau que les personnes qui sont agressives pour les autres, on n'a pas de différence significative dans l'attention visuelle entre image neutre et image affinité. Pour les sujets qui vont avoir tendance à s'automutiler, on retrouve des yeux qui sont moins bien captés sur ces images affinités, des fixations qui sont aussi moins nombreuses sur la dernière période du temps d'observation. Donc là, ça va traduire un repli sur soi, un retrait du regard, en fait une angoisse à l'apparition de l'image affinité. Mais on retrouve aussi des saccades significativement plus grandes sur ces images affinités, donc dans le même temps, une attention visuelle qui reste supérieure sur ces images affinités. Et enfin, chez les sujets qui n'ont pas d'agressivité dirigée ni vers eux ni vers les autres, eh bien, on retrouve des saccades significativement plus grandes sur les images affinités et donc une attention visuelle supérieure. Le critère suivant sur lequel on s'est penché, c'est est-ce que les sujets autistes se branchent à leur affinité comme à un double? Donc, on a vu tout à l'heure que c'est un objet préférentiel pour le faire, mais ça n'a rien d'obligatoire. Donc, on a fait la distinction entre ceux qui utilisaient leur affinité comme un double et les autres. Et donc là, ce qu'on va retrouver, c'est que chez les sujets qui se branchent à leur affinité, qui vivent à travers leur affinité, eh bien, on retrouve des fixations significativement moins nombreuses sur ces images, mais aussi des fixations qui sont significativement plus courtes et des saccades significativement plus grandes. Donc, on retrouve le comportement ambivalent de l'apparition d'une angoisse face à l'apparition d'une page affinité et dans le même temps une attention visuelle qui reste supérieure. Et chez les sujets qui n'utilisent pas leur affinité comme un double, eh bien, en fait, on n'a pas de différence qui soit significative dans l'attention visuelle entre les deux types d'images. Alors, notre avant-dernier critère, c'est aussi la capacité des sujets à s'exprimer verbalement. Alors, on a considéré que même si ce qu'ils disaient n'était pas compréhensible, ils étaient capables de communiquer, s'exprimer. Donc là, on a fait la différence en fait, entre les sujets qui parlaient, que ce soit compréhensible ou non, de ceux qui sont totalement mutisés. Donc là, ce qu'on observe, c'est que chez les sujets qui s'expriment, qui sont capables de parler,
On a des fixations qui sont significativement plus courtes sur les images affinités, des saccades significativement plus grandes, donc une attention visuelle supérieure pour ces images. Et complètement à l'inverse, les sujets qui sont totalement mutiques, les yeux sont moins bien captés sur les images affinités, les fixations sont moins nombreuses, et donc là, on a simplement un repli sur soi, uniquement l'apparition d'angoisse sur ces images. Et enfin, le dernier critère sur lequel on s'est penché, c'est l'utilisation d'un partenaire. En fait, comme l'expérience était quelque chose de très nouveau pour eux et donc potentiellement angoissant, ils étaient accompagnés au cours de l'expérience par un partenaire de l'institution. Ça pouvait être soit une psychologue du projet, soit un psychologue de l'institution, ou n'importe quel soignant qu'ils avaient envie de voir avec eux. Et donc, ce qu'on a pu observer au cours de l'expérience, c'est que certains sujets échangeaient une parole, un regard, un geste avec ce partenaire, alors que d'autres ne l'ont pas du tout utilisé. Donc, on a fait la distinction entre ces deux cas de figure pour voir si ça pouvait influencer l'attention visuelle face à la fille. Alors, ce qu'on observe, c'est que chez les sujets qui vont utiliser leur partenaire, on a des fixations qui sont significativement plus courtes sur les images affinités, des saccades qui sont significativement plus grandes, et donc une attention visuelle supérieure pour ces images, alors que chez les sujets qui ne vont pas utiliser leur partenaire, finalement, on n'a pas de différence significative entre image neutre et image affinité. Alors, pour résumer un peu tous ces résultats, ce qu'on observe, ça va être deux grands types de comportements face à l'affinité. Donc, le premier comportement, ça va être une attention visuelle supérieure lorsque l'image affinité apparaît. Et l'autre comportement, ça va être l'apparition d'une angoisse lorsque l'image affinité apparaît. Alors maintenant, ces deux comportements peuvent être exprimés soit aucun des deux, soit l'un des deux, soit les deux à la fois. Alors on va retrouver une absence totale de différence significative dans l'attention visuelle chez les sujets qui ont en général le plus de difficultés, ceux qui ont un bord presque inexistant, mais aussi les sujets les plus jeunes et les plus âgés parce qu'ils ont moins le temps d'investir leur affinité, les plus jeunes, tout simplement parce qu'ils sont jeunes, les plus âgés parce qu'ils ont grandi à une époque où on essayait de les couper de leur affinité, qu'ils ont beaucoup moins travaillé avec. Ensuite, on va retrouver uniquement l'apparition d'une angoisse chez les sujets qui sont incapables de s'exprimer, et donc probablement les sujets qui sont incapables d'exprimer cette angoisse, ça va générer uniquement un repli sur soi. On retrouve uniquement une attention visuelle supérieure chez les sujets qui sont déjà plus capables d'interagir, donc les sujets qui ont un bord plus élaboré, qui ont eu plus le temps de construire leur affinité, qui sont capables de s'exprimer. Et enfin, on va retrouver un comportement ambivalent chez ceux qui sont dans un entre-deux, qui sont en train de se construire leur bord autistique, qui sont en train de développer leur lien à l'affinité, mais pour qui ce travail a encore besoin d'être poursuivi. Et donc ça nous montre bien qu'en fait, ça va être à chaque soignant, à chaque aidant, de mesurer en fait la réaction de la personne autiste lorsqu'on lui présente son affinité pour évaluer la pertinence de la thérapie par l'affinité et donc ensuite de pouvoir la mettre en place ou non, ou de laisser la personne autiste venir elle-même avec son affinité et de ne pas lui imposer ça. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va se demander est-ce que à partir des enseignements qu'on peut tirer de cette analyse, on est capable de remonter à l'attention visuelle des personnes autistes, ce qui peut notamment être utile pour créer des supports pédagogiques qui soient adaptés en fait à chacune des personnes autistes pour notamment faciliter en fait leur insertion à l'école dans la société. Alors souvent, quand on parle de prédiction de l'attention visuelle ou prédiction de la science, on va penser à l'utilisation d'un modèle de science universel qui, pour une image d'entrée donnée, va devoir prédire l'attention visuelle de n'importe quelle personne. Ça va donner en fait une carte de science universelle valable pour n'importe quel sujet considéré. Maintenant, on a vu juste avant qu'en fait, chez les personnes autistes, eh ben, l'attention visuelle est très dépendante en fait, des caractéristiques autistiques et très dépendante de la personne. Plutôt que d'adopter cette approche, en fait, on va utiliser, nous, un modèle de science personnalisé. Le but, c'est que pour un sujet A, notre modèle de science une carte de science A, et que pour un sujet B différent, pour la même image entrée, il prédise une carte de science B qui soit différente. Et donc ça, c'est des choses qui ont déjà été un peu faites pour la population générale dans la littérature, et ça passe notamment par l'insertion dans notre modèle de science d'informations personnelles à propos du sujet.
Alors nous, on a choisi d'utiliser une architecture GAN qui a été décrite dans l'état de l'art par Liu et Clark. Alors on a choisi ce modèle parce qu'il était relativement facile à réimplémenter, mais aussi et surtout parce qu'il permettait une grande flexibilité aussi bien dans la nature que dans la forme d'informations personnelles qu'on pouvait insérer dans le modèle. Donc ici, en fait, le générateur va avoir pour rôle de produire des cartes de science et le discriminateur, lui, devra faire la distinction entre les cartes de science produites par le générateur et les cartes de science réelles, les vérités de terrain. Alors du coup, on va donner à notre générateur une image d'entrée, mais aussi les informations personnelles du sujet. Notre générateur nous donnera en sortie sa prédiction de l'attention visuelle qu'on pourra comparer à la vérité de terrain pour calculer une losse. Cette losse nous permettra d'entraîner notre générateur. Et ensuite, on donnera au discriminateur les mêmes informations qu'on a données au générateur en ajoutant les cartes de science produites, mais aussi les vérités de terrain. Le discriminateur devra prédire lesquelles sont réelles, lesquelles sont fausses. Et à partir de ces prédictions, on pourra là aussi calculer une losse et entraîner le discriminateur. Alors maintenant, d'un point de vue des informations personnelles qu'on a décidé d'intégrer à notre modèle. En fait, on a repris les critères que j'ai décrits précédemment, qu'on a utilisés dans notre analyse statistique, qui sont du coup l'âge, la capacité à parler, le type d'affinité, la résistance du corps, est-ce que l'affinité est utilisée comme un double ou non, la façon dont la jouissance, le retour sur le bord et l'utilisation d'un partenaire. Sauf que, en fait, l'utilisation d'un partenaire, c'est quelque chose qui est dépendant du fait de passer l'expérience. Or, notre but, c'est que ce modèle puisse être utilisé pour n'importe quelle personne autiste, qu'elle ait passé l'expérience ou non. Donc, en fait, ce critère, finalement, on l'a retiré de l'information personnelle utilisée. Donc ensuite, on a encodé le groupe auquel appartient chacun des sujets dans une tranche volumétrique. On a réuni toutes ces tranches volumétriques pour obtenir un unique volume d'informations personnelles qu'on a pu insérer dans notre modèle. Alors ensuite, pour l'insertion dans le modèle, on a essayé deux approches différentes. La première, c'est d'insérer les informations personnelles au début des couches de convolution d'un modèle pour en fait guider l'extraction des caractéristiques science en accord avec les caractéristiques typiques de la personne. Mais on a aussi essayé d'insérer ces informations personnelles plus tard, par les deux tiers des couches de convolution, parce que le risque en insérant les informations trop tôt, c'est qu'il y ait finalement trop de caractéristiques, trop d'informations, et que les informations personnelles se retrouvent noyées au milieu de toutes les caractéristiques que le modèle va extraire. Alors ensuite, pour entraîner notre modèle, on a utilisé deux jeux de données. Le premier, c'est le dataset Silicon, qui va contenir 10 000 cartes de science qui ont été enregistrées sur des personnes non autistes en accord avec ce qu'elles estimaient les zones de science, qu'on ne peut même pas faire avec le light tracking. L'utilité de ce jeu de données, c'est en fait de pouvoir pré-entraîner notre modèle pour qu'il puisse déjà déterminer quelles sont les zones qui sont généralement saillantes dans une image. Maintenant, le problème d'utiliser des cartes de science universelles sur des personnes non autistes, c'est que pour notre bloc d'informations personnelles, en fait, on ne pouvait pas l'utiliser, donc on l'a remplacé pour pré-entraîner par un bloc de 0. Et donc ensuite, on a fine-tuné notre modèle avec les cartes de science qu'on avait acquises au cours des expériences en institution, et où là, du coup, on a pu utiliser vraiment les informations personnelles que j'ai décrites juste avant. Là, on disposait d'un peu plus de 1000 cartes de science. Alors ensuite, en termes de loss, on a utilisé des loss assez classiques dans l'architecture GAN. Donc pour les discriminateurs, une binary cross-entropie pour voir à quel point le discriminateur fait la différence entre image réelle ou image produite par le générateur. Et ensuite, pour le générateur, on a aussi pris une binary cross-entropie pour estimer à quel point il était capable de tromper le discriminateur. Et en accord avec le papier sur lequel on s'est basé, on a aussi rajouté un terme de distance L1 entre la carte de science produite et la vérité de terrain pour l'aider à converger vers des cartes de science plus réalistes. Alors maintenant, les résultats qu'on a obtenus avec cet entraînement, ce qu'on peut observer, c'est que c'est en insérant les informations personnelles au plus tôt qu'on a les performances les meilleures, quelle que soit la métrique sur le modèle personnalisé. Maintenant, si on regarde notamment le coefficient de corrélation, on peut se rendre compte qu'il reste très faible.
Et ça, c'est confirmé quand on regarde visuellement les cartes de science produites. En fait, elles sont très éloignées des vérités de terrain. Et ça, en fait, on va l'expliquer par le fait que la science des personnes autistes est quelque chose de très complexe, très personnel. Et en fait, avec seulement 1000 cartes de science, on n'a pas réussi à avoir une performance vraiment fiable pour notre modèle de science. Ensuite, on s'est quand même aussi intéressé à savoir est-ce que nos informations personnelles donnaient vraiment une information à notre modèle. Donc, on a essayé de l'entraîner d'une part sans aucune information personnelle, ensuite en utilisant toujours un bloc d'informations personnelles à zéro, mais aussi du coup en utilisant les vraies informations personnelles pour pouvoir comparer tout ça. Donc là, ce qu'on observe, c'est que si on n'insère pas d'informations personnelles, alors on a le modèle qui performe le moins bien. Mais ensuite, en fonction qu'on utilise un bloc de zéro et vraies informations personnelles, ben, en fait, en fonction de la métrique considérée, c'est compliqué de savoir quel est le modèle qui est le meilleur. Et pareil, là, visuellement, si on regarde, vous avez au milieu les vérités de terrain, ensuite les cartes de science produites, et à droite, les chiffres correspondent au groupe auquel sont affectés chacun des sujets pour chacun des critères. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour trois sujets qui sont quand même assez éloignés sur le spectre, et ben, en fait, on a des prédictions qui sont relativement proches. Et donc, en fait, avec seulement 1000 cartes de science, notre modèle n'a pas réussi à apprendre comment personnaliser sa prédiction pour chacun des sujets. Alors maintenant, pour conclure cette présentation et puis aussi pour donner les perspectives de la thèse, le but ici, c'était de mesurer l'attention visuelle en fonction que les personnes autistes regardent leur affinité ou bien un stimulus différent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une expérience d'eye tracking qui nous a montré qu'il existait bel et bien des différences, mais que ces différences, en fait, variaient en fonction des caractéristiques de la personne. Et donc, on observe à la fois une attention visuelle supérieure ou bien une anxiété à l'apparition de l'image affinité ou n'importe quelle combinaison des deux. Ce qui va faire, en fait, que pour la thérapie par l'affinité, il va falloir, pour chacun des soignants, évaluer sa pertinence pour le sujet, le patient qui est considéré. Et ensuite, on s'est aussi intéressé à savoir est-ce qu'il était possible, à partir des caractéristiques de la personne, de remonter à son attention visuelle pour un stimulus donné. Et là encore, la réponse est un peu ambivalente. Le fait d'ajouter des informations personnelles va nous aider à guider la prédiction, mais en fait, c'est une tâche qui est très compliquée et avec aussi peu de données, reste pour l'instant avec des performances trop faibles pour être utilisées. Alors maintenant, en termes de perspective, une suite qu'on pourrait donner à la thèse sur l'étude statistique, ça pourrait être de faire un clustering des sujets de façon automatique à partir des données de sortie de l'eye tracker, donc vraiment leur comportement visuel brut, pour essayer de voir si les groupes créés de façon automatique se recoupent avec les groupes que nous, on a créés en accord avec des critères psychologiques, pour voir si l'un de ces critères est plus important que les autres, voire même est-ce qu'il n'y aurait pas un critère psychologique auquel on n'aurait pas pensé. Une autre perspective, ça serait d'étudier l'attention visuelle des personnes autistes face à leur réel objet affinité, parce que là, on a utilisé des images projetées sur un écran, mais l'image et le réel objet, en fait, c'est différent. Alors, pour faire ça, une solution assez simple, enfin, ça serait d'utiliser des lunettes d'eye tracking. Mais le problème, c'est que ces lunettes d'eye tracking, elles sont en contact avec la personne autiste. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. Et chaque fois qu'on a essayé de le mettre en place, en fait, elles sont catégoriquement refusées. Donc, il faudrait soit mettre en place cette expérience avec des autistes type Asperger qui ont moins de difficultés, ou alors essayer de trouver une autre solution. Et enfin, une dernière perspective, ça serait d'utiliser les techniques de few-shot learning pour améliorer la prédiction de la science personnalisée pour les personnes autistes, du fait qu'on a de très peu de données et que c'est compliqué en plus d'acquérir ces données. Donc ensuite, cette thèse a donné lieu à plusieurs contributions scientifiques. 2 papiers en conférence internationale à EVIP en 2022 et à CBMI en 2023. Il y a un papier qui est actuellement en cours de review au journal du thèse. Et enfin, les travaux de recherche sont disponibles sur le site du projet Affinity de Comin Labs qui a financé le projet. Donc, ça conclut cette présentation. Et maintenant, si vous avez des questions, je serais heureuse de pouvoir y répondre.